Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup d'être présent ici. Merci beaucoup et j'irai encore plus de l'invitation. C'est extrêmement intéressant pour moi de venir discuter avec vous des problématiques de comment on fait de la recherche maintenant. Alors moi, je vais traiter de choses que je fais beaucoup depuis une dizaine d'années. Je vais revenir, travailler avec les données numériques. Mais en préambule à ça, je dois dire que je me sens quand même victime d'une espèce de sentiment de l'imposteur ici parce que quand je dois venir expliquer combien c'est difficile de faire de la recherche en sciences sociales avec des données numériques, euh, après l'exposé de Johanna, et d'autant plus en sachant que derrière moi, il y a des gens qui travaillent sur des pays en guerre ou des gangs, je me dis que finalement, venir raconter que, oh là là, quand même, c'est terrible, Twitter ne me donne pas ces données, ou alors j'ai pas réussi à avoir toutes les informations sur Mythique ou moins, c'est quand même quelque chose qui est moins problématique que de risquer sa vie. Et donc, évidemment, tout ce que je vais dire aujourd'hui va être un petit peu modéré par rapport à ce que mes camarades peuvent dire. Ceci étant dit, voilà, il ne faut pas reculer devant les enjeux parce qu'il y a des vrais enjeux pour moi, pour nous aussi, quand on traite de données numériques. Alors, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est de vous faire une petite promenade dans ça fait une douzaine d'années en fait que je me suis intéressé à ce qu'on pouvait faire, comment des sciences sociales pouvaient utiliser des données numériques, qu'elles soient massives ou pas, un big data ou pas, pour faire de la recherche. Et donc, je me suis dit que j'allais saisir cette occasion pour faire un petit retour sur à quoi ça sert, les données numériques, qu'est-ce qu'on peut en espérer, et puis tenter d'identifier les problèmes, mais aussi les opportunités, parce que je pense qu'il faut essayer de dire ça, dans le cadre de la recherche. C'est donc pour ça que j'ai décidé de repartir avec vous et d'essayer de vous replonger dans ce qu'était un petit peu l'ambiance dans laquelle moi je suis arrivé quand j'ai commencé à travailler sur ces méthodes-là, il y a une douzaine d'années à peu près. Voilà, donc il y a 10 ans, il y a 12 ans, en fait, l'ambiance était finalement assez proche de celle qu'on a à l'heure actuelle. Alors maintenant, c'est plutôt la blockchain ou l'intelligence artificielle, mais on avait cette espèce d'idée qu'il y avait une vague en fait de données qui nous arrivait dessus, qu'on allait pouvoir avoir des informations sur tout, sur toutes les pratiques, qu'on allait scorer depuis les capteurs qui enregistrent vos déplacements jusqu'à vos téléphones portables, en passant par des photos satellites. On allait avoir en fait une espèce de somme d'informations extrêmement importante, non seulement importante, mais en plus diverses sur des choses qu'on ne pouvait pas forcément voir très bien jusque-là, et que donc il y avait vraiment une espèce de vague. Et alors, je me souviens très bien de la manière dont c'était perçu par les chercheurs et les chercheuses en sciences sociales à l'époque. C'était assez polaire, en fait, comme manière de voir les choses. Pour certains, c'était formidable. En fait, vous aviez une série de gens, une série de prophètes, en fait, des big data qui étaient là en train de vous dire que c'est formidable, vous allez voir, on va apprendre énormément, on va connaître des choses. Data is the new oil, et avec ça, en fait, on va être capable de mieux connaître les sociétés, d'améliorer la productivité, améliorer la démocratie, et qu'on va pouvoir ouvrir des chantiers incroyables. Et puis vous avez la position polaire, et qui était opposée, mais qui était aussi assez prégnante, qui était, quand on parle de vague, on a plutôt l'impression que c'était le déluge. Et donc là, ici, c'est la gravure de Doré sur le déluge, c'est qu'avec ces données qui sont sales, dont on ne sait pas comment elles sont construites, qui ne sont pas forcément intéressantes, bah, d'une certaine manière, on va non seulement pas faire de la science mieux, mais en plus, comme les gens vont se plonger, se ruer sur ces informations-là, ça ne servira absolument à rien, et ça aura un effet négatif sur la science. Alors, c'est dit comme ça, c'est évidemment un peu caricatural, mais je pense que ça permet un peu de poser les positions des personnes. Et ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais d'abord essayer de tenter de vous montrer voilà, ce qu'on peut faire avec ces données numériques, ce que ça apporte, ce que ça n'apporte pas. Et puis, dans un deuxième temps, je reviendrai sur les enjeux actuels, et en particulier sur les enjeux en termes d'accès, parce que c'est vraiment là que se posent les questions. Alors, je vais aller rapidement là-dessus, parce que je pense que, voilà, même si tout le monde n'est pas spécialiste de sciences sociales, les questions se posent un peu de la même manière dans les sciences. Et la manière dont les débats ont été posés, c'est que les données numériques nous apportaient trois choses. Des choses, des avantages empiriques d'abord. Et c'est vrai que ces données devaient nous permettre de faire d'abord d'explorer de nouveaux domaines, puisque toute une partie de notre vie se déplace maintenant en ligne, qu'on le souhaite ou non. On allait pouvoir mieux connaître le fonctionnement d'Internet, les réseaux, les sites de rencontres, les forums, etc., etc. Et que donc la capacité d'accéder à ces données, de les récupérer, de savoir les coder, de savoir les transformer, allait nous permettre de continuer voilà, le travail qu'on faisait jusqu'à présent dans des domaines qui étaient des domaines non numériques. Et puis, l'autre idée,
tout aussi forte, c'était qu'avec cette abondance de données, on allait être capable aussi de reposer des questions assez anciennes, c'est-à-dire de revenir à des questions classiques des sciences sociales, mais en les posant autrement. Un exemple parmi d'autres, pendant très longtemps, les démographes se sont posé la question de l'écartage entre les conjoints. Donc vous savez tous qu'en France, à l'heure actuelle, il y a à peu près de 2 ans, en faveur des hommes, dans les couples hétérosexuels. Bon, cette question, c'est vraiment une question hyper classique qui a donné lieu à des centaines de publications, qui a fait que des gens sont allés chercher des bases de données, des registres de paroisses, etc. Mais qu'est-ce qui se passe à l'heure où tout le monde ne se marie plus? Et puis, qu'est-ce qui se passe à l'heure où les gens commencent à cohabiter? Et puis, qu'est-ce qui se passe si finalement le mariage, ce n'était pas un bon indicateur? Parce que le mariage, c'est quelque chose qui se fait sous une série d'autres contraintes. Et donc, en fait, on pourrait chercher à savoir ce que les gens désirent, voyez, plutôt que de savoir ce que les gens font sous la contrainte du mariage. Mais avant le mariage, il y a des relations. Et donc, là, on peut se dire, on pourrait aller regarder sur les sites de rencontres, par exemple, et voir qui contacte qui en regardant les âges, et on aurait peut-être un autre tableau. Donc, ça permettait vraiment de faire ça, d'avoir des opportunités empiriques, et je dois vous avouer que moi, personnellement, j'étais assez convaincu par cet argument-là. Et donc, si vous prenez un sujet, mais parmi tant d'autres, la formation du couple au XXIe siècle, ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'est qu'on allait avoir différentes méthodes, on allait faire de l'observation, en général plutôt pas participante. On allait pouvoir faire des entretiens, on pouvait éventuellement poser des questions, faire des questionnaires, c'était la grande méthode. Et puis, arrivent les sites de rencontres qui vont permettre d'avoir des informations non seulement extrêmement riches, parce que vous avez des choses sur l'âge, la ville, le genre et l'âge recherché. Donc là, hop, question d'écart d'âge, vous êtes dans quelle fourchette. Mais vous avez des choses aussi sur comment est-ce que les gens se présentent, et puis vous avez plein d'informations sur les goûts culturels. Et ces données extrêmement riches sont en plus des données qui sont remises à jour très très régulièrement, et ça c'est quand même vachement intéressant parce que ça permet, par rapport au coût d'une enquête, typiquement une enquête par questionnaire qu'on fait passer, qui demande toute une logistique, qui coûte hyper cher. Là, en fait, vous allez faire une extraction, 2 extractions, 3 extractions. Quand votre robot est prêt et qu'il aspire, il faut le temps de l'extraction, mais c'est une nuit en général. Et donc, ça va assez vite. Et quand j'ai vu ça, moi, je me disais parfois, c'est sûr qu'on va avoir énormément d'informations. Bon, je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que ces données sont source de nombreux problèmes. Le premier, c'est que vous avez souvent plein de non-réponses, ce qui, du point de vue d'un statisticien, pose des problèmes. Par ailleurs, c'est des données qui sont des données déclaratives. Et donc, évidemment, sur le site de rencontre, tout le monde est plus jeune, tout le monde est plus mince, tout le monde est moins gros, notamment ce qui est écrit ici. Il y a des pics, c'est très net. Et c'est Marie Bertram qui montre ça dans ses travaux. Et voilà, et par ailleurs, c'est des données déclaratives. Donc, en fait, tout le monde, en gros, aime sortir, voir ses amis, mais sur les pratiques culturelles, on passe. Donc, voilà. Et par ailleurs, en fait, on a toute une série de données qui ne sont pas très intéressantes du point de vue des sciences sociales. Vous aurez le signe astrologique des gens. Je ne conseillerais pas à une doctorante de se lancer en faisant une thèse sur le signe astrologique et la conjugalité à l'heure actuelle. Enfin, en tout cas, ce n'est pas mes domaines et je ne l'encadrerai pas. Mais par contre, des informations assez cruciales du type le parcours affectif préalable ne va pas être mentionné sur ces sites-là. Évidemment, ça la foutrait un peu mauvaise si vous mettiez la liste de vos ex sur un site de rencontre. Donc, ce qui serait des questions importantes pour les sciences sociales ne sont pas des questions sur lesquelles vous aurez des réponses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du point de vue, en gros, des données, on a une époque qui est une époque riche en données qu'on dit organiques. Organiques, ça ne veut pas dire qu'elles sont faites en circuit court, produites localement sans engrais. Ça veut dire que c'est des données, la traduction, c'est des données de gestion qui ont été produites pour le besoin d'un service. Et elles s'opposent à ce qu'on appelle des données dites design, ces données qui ont été pensées en fonction d'une question de recherche. Et donc, c'est très intéressant, mais c'est largement insuffisant pour poser toute une série de questions. Et il ne faut pas tomber dans ce piège-là, de croire que parce que les données sont là, elles répondent à des questions que nous, on a. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les discréditer pour autant. Les historiens, et je sais qu'il y en a dans la salle, travaillent sur des archives. En général, les archives n'ont pas été produites à destination des historiens, ou alors il faut se méfier. Et donc, ça n'empêche pas de mener le travail d'enquêteur, mais par contre, ce n'est pas la même chose. Et cette grande abondance de données ne veut pas forcément dire que les données seront particulièrement bonnes. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième grande opportunité, j'ai envie de dire promesse des données numériques, c'était les nouvelles possibilités de collecte et le fait que quand on a des données numériques qui sont structurées ou semi-structurées, en tout cas qu'elles sont bien organisées, on peut très rapidement collecter l'intégralité d'un échantillon
l'intégralité d'un jeu de données, et donc potentiellement mettre fin à la distinction un peu pénible quand même, hein, parce que ça fait quand même un siècle et demi qu'en science on travaille avec ça, ou 2 siècles, distinction entre l'échantillon et la population. Parce qu'en général, qu'est-ce qu'on fait? On tire un échantillon pour une population représentative, et puis on espère que l'échantillon est bien échantillonné et qu'il va être représentatif. Mais si vous êtes capable de prendre dans le même laps de temps l'échantillon et la population, du coup, la question de la représentativité se pose plus. Je vous en donne juste un exemple. J'avais fait une étude avec des collègues sur les économistes et l'interdisciplinarité. La manière dont certaines personnes faisaient ça jusqu'à présent, c'était qu'ils prenaient un journal, une année, et puis ensuite ils avaient une armée de research assistants qui allaient coder une à une les citations pour dire économie, sociologie, anthropologie, économie. La critique qu'on peut faire à ça, c'est évidemment que vous avez un problème d'interpolation, vous avez pris qu'une seule revue, et puis on disait toujours oui, mais j'en ai fait tellement, c'est déjà énorme. Bon. Alternative, vous créez un scraper, donc un petit robot qui va aller moissonner les données, et puis vous allez récupérer l'intégralité des revues d'économie ou les 5 plus grosses sur JSTOR, et vous récupérez absolument tout ça. Vous faites un recodage derrière, et vous avez l'intégralité des revues, et donc le problème de la représentativité ne se pose plus puisque vous avez tout. Alors tout, évidemment, c'est pas toutes les revues, et d'ailleurs il y a des gens qui après nous ont dit mais on peut faire encore plus que Lyon et compagnie, et d'ailleurs on verrait d'autres choses. Bon, très bien, ça c'est le jeu, mais en tout cas vous voyez cette idée, c'est qu'on n'a plus ce problème du lien entre l'échantillon et la population. Le problème, c'est que cette situation du cas N, l'échantillon, la taille de l'échantillon égale all, l'ensemble de la population, c'est un cas finalement rare. Il y a plein de cas où on va juste avoir plus de données, mais le lien entre les données, la capacité de les caractériser et la population est là devenue très incertaine. Et il y a un excellent exemple de ça qui est raconté par plusieurs historiens, par un politiste, Loïc Blondiot, qui est l'élection de 1936 aux États-Unis. Je suis sûr que vous connaissez cette histoire, puisqu'elle implique un jeune et sémillant sondeur, George Gallup, qui vient de lancer sa petite entreprise. Et George Gallup, un peu contre tout le monde, un peu contre tous les responsables politiques, les journalistes, ce qu'on appelle les pundits aux États-Unis, affirme la victoire, un peu contre toute attente, aussi, de Franklin Delano Roosevelt contre son opposant Lyndon. Pourquoi? Il est au milieu de la crise, le New Deal tarde à décoller et tout le monde pense en fait qu'il va se faire avoir. Et les gens sont d'autant plus sceptiques que la revue que je cite ici, le Literary Digest, a fait ce qu'on appelle un vote de paille. Ils ont envoyé à leurs lecteurs en fait une petite carte en disant pour qui vous allez voter. Et en 1932, ça avait très bien marché. Donc en 1936, ils récupèrent 200 000 petites cartes qui disent Lyndon. Landslide pour Lyndon. Pun intended. Et au soir de l'élection, en fait, c'est Roosevelt qui gagne très largement. Il remporte non seulement le collège électoral, mais aussi le vote populaire. Et c'est ce qu'avait prédit Gallup avec un échantillon de 10 000 personnes. Et donc, tout le monde se foutait de sa gueule avec son 10 000. 10 000 versus 200 000, comment est-ce que tu veux rivaliser, ça, c'est des choses qu'on entend encore à l'heure actuelle dans les big data. La situation était la suivante, évidemment. Vous la connaissez, il y avait énormément de biais dans la procédure de Gallup, du Literary Digest, parce qu'évidemment, ne répondent que les gens qui veulent, ne répondent que les abonnés, ne répondent que les personnes motivées, versus le sondage échantillonné qui, on peut dire du mal du sondage, mais il y avait pire avant, et le sondage a aussi des défauts dans ses effets, mais ce n'était pas le cas à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup à l'heure actuelle, c'est des gens qui vous disent « j'ai 60% de l'ensemble des données », mais ça se situe comment par rapport à la population? Je ne sais pas, mais j'en ai bien plus que tu n'en auras jamais. Et ça, ce n'est pas un argument, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui, tout de suite, doit tirer l'attention. Et donc, ça posait un autre problème. Troisième promesse, je la mentionne parce qu'elle est intéressante et elle revient énormément à l'heure actuelle, c'est la promesse théorique. C'est qu'en fait, devant la masse de données et devant la compétence technique qu'il faut parfois avoir, il y a beaucoup de gens qui ont dit, bon, voilà, il faudrait, et on va pouvoir, trouver les lois du social que les sociologues, que les historiens, que les linguistes, que les politistes, que les anthropologues n'ont pas réussi à trouver. Pourquoi est-ce qu'on va les trouver? Pour 2 choses. Un, on a plus de données. Plus de données, c'est super. Alors, plus gros, plus loin, plus fort. Et deuxièmement, on va mieux voir que les sociologues qui ont vraiment le nez sur leur objet. Je dis les sociologues, mais ça peut être tous les autres. Ça peut être, et on va voir mieux qu'eux. On va voir mieux qu'eux parce qu'on sera plus distant et on verra avec des tendances plus fortes. Et cette idée, je ne la fantasme pas, j'en ai donné 2
exemples ici. D'un côté, Alex Pentland, qui est un informaticien au MIT, assez fort, à Stanford maintenant, qui a écrit ce livre Social Physics. Social Physics, ça dit tout ça. On va tenter de trouver les lois générales, penchant très nomothétique en fait, des sciences sociales. Et de l'autre côté, vous avez, et c'est ça que dit le livre, et de l'autre côté, vous avez Google Ngram. Ngram, c'est quoi? C'est le bébé de l'hubris de Page et Brin, les fondateurs de Google, qui à un moment se sont dit on va recréer la bibliothèque d'Alexandrie 2.0, et donc on va aller scanner toutes les revues qu'on peut trouver, tous les livres, pour avoir la vraie grande bibliothèque d'Alexandrie à disposition. Et des gens du MIT sont allés les voir, des informaticiens, en disant oui, mais on pourrait peut-être essayer de faire quelque chose à partir de ça pour mieux connaître la société, parce qu'avec une telle masse, évidemment, on peut savoir des choses. Et ils ont créé cet objet qui s'appelle Google Ngram. Vous pouvez le regarder, hein, ça marche bien. Vous tapez un nom et ça vous dit le nombre de fois relativement au corpus qu'un mot va apparaître. Mais à partir de là, ils ont été plus loin. Ils ont fondé un courant qu'ils ont appelé Culturomics. On voit bien à travers la racine omics qu'il y avait cette idée de trouver des lois et plus ils allaient, et c'était vraiment la promesse des papiers qui est dans Science ou Nature, je ne sais plus, mais on va faire de la sociologie, des sciences politiques, etc., mieux que les chercheurs en sciences sociales. Voilà. Alors, bon, ça existe, il y a des gens qui le disent encore. Le problème, évidemment, hein, c'est que les promesses se font toujours un petit peu attendre à l'heure actuelle. Et je ne vais pas dire qu'elles n'arriveront jamais, parce que si jamais, de fait, demain, ils trouvent les lois du social qui régissent la société, bah, si je le dis aujourd'hui, 25 novembre, que ce n'est pas possible, j'aurais l'air d'un âne, et en plus, on est enregistré, big data, tout ça. Donc, je ne vais pas le dire, mais en tout cas, j'émets quelques réserves, ce d'autant plus que l'histoire des sciences nous amène à prendre un petit peu de distance avec ce genre de promesses. Pourquoi? Parce que le terme social physics, vous vous en souviendrez, ce n'est pas la première fois qu'on l'entend dans les sciences humaines et sociales. Il est arrivé en 1830, quand un démographe belge, Quetelet, a commencé à trouver des fiches sur les budgets des ménages. Et à partir de ces fiches, en fait, une centaine a dit on va pouvoir faire une physique sociale. Hein, c'est comme ça qu'il forge le terme de physique sociale. On a quelqu'un qui n'utilise pas le terme physique sociale, mais qui n'est pas très loin de cette idée-là, c'est Émile Durkheim, hein, le père fondateur de la sociologie française, quand, à la fin des années 1890, il a 3000 registres de suicides avec des propriétés sociodémographiques, et il dit, jusque-là, on ne pouvait pas, mais maintenant, on va pouvoir trouver les lois du social. Il dit, on a la même chose aux États-Unis dans les années 1950, avec les premiers ordinateurs, les cartes à perforer, qui permettaient d'avoir 3000, 4000, 5000 personnes, et donc à Columbia, on avait cette idée qu'on allait pouvoir trouver les grandes généralités du social. Bon, on est, à mon avis, dans un moment particulier, qui est un moment d'augmentation du volume de données par rapport à ce qu'on avait avant, et donc ça fait qu'il y a des gens qui font des promesses, qui rentrent dans une économie de la promesse, libre à chacun de le croire, mais évidemment, c'est relativement risqué. Surtout que l'expérience veut que, et ça c'est les historiens de l'économie qui le racontent bien, les premiers ordinateurs en économie ont fait quoi? Ils ont fait qu'en fait, on a eu plus de données, on a eu plus d'informations, et plus d'informations, ça veut dire qu'on a été plus empiriste, pas plus théorique. On a redescendu le curseur un petit peu. Peut-être que c'est un moment qu'il faut passer par là. Hein. Il y a en climatologie eu ce moment empirique, et puis ensuite c'est un peu remonté. Mais je pense qu'en tout cas, ça appelle un petit peu, un peu d'attention. Alors, sur ce premier point et sur ce premier temps, je voulais le dire pour tenter de poser un peu les cadres du débat, même si je pense que, étant donné la discussion d'aujourd'hui, c'est plutôt sur la deuxième partie, en fait, que se posent des enjeux qui vont faire écho, à mon avis, à ce que disait Johan. De mon point de vue, si vous voulez, hein, la situation dans laquelle on est, c'est que, sans vouloir défendre une position radicale socialiste, si vous voulez, il en faut un peu, mais pas trop, etc. On dit plus radical socialiste, maintenant on dit social-démocrate, enfin, c'est un peu la même chose, ménager la chèvre et le chou scientifique. L'idée, c'est qu'en fait, on est dans une situation où on a des données, il faut prendre les données pour ce qu'elles sont, et à partir de là, exercer notre travail, qui est notre travail de chercheur en sciences sociales, et donc faire de la critique des sources. Ça fait un siècle et demi qu'on fait ça, et donc savoir que les données, elles sont des biais, elles sont parfois fausses, elles sont parfois tordues, elles sont parfois manquantes, et accepter ça. Donc, ça ne les récuse pas, mais ça n'en fait pas non plus cette espèce de baguette magique qu'on nous a souvent vendue. Et c'est pour ça que, par exemple, dans ma propre recherche, je fais maintenant beaucoup de données, je fais de plus en plus de quanti, beaucoup d'intelligence artificielle avec des modèles assez compliqués. Je pense, et je mets un point d'honneur, à toujours commencer, ou à toujours
faire un moment d'enquête de terrain pour connaître la manière dont les données ont été construites, pour savoir où les récolter, pour savoir ce qui fait sens. Et que je pense que c'est beaucoup mieux que, je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre ici, mais j'enseigne dans une école d'ingénieurs, aller récupérer des données sur une base d'open data et puis à partir de là, tenter d'en extraire une vérité sans même comprendre comment elles ont été construites. Évidemment, quelque chose qui me paraît douteux. Alors, pour ce qui est, et on se rapproche peut-être plus de la thématique en fait, du séminaire d'aujourd'hui, des frontières que pose en fait, cette abondance de données numériques pour nous et des enjeux, évidemment, se pose la question de la vie privée. Hein. Johanna l'a bien dit tout à l'heure, et je pense qu'elle a mieux dit que moi, tous les enjeux et les injonctions contradictoires entre voilà, accès aux données, conservation des données et respect de la vie privée. C'est vrai que pour avoir eu maille à partir avec la CNIL, avec les délégués à la protection des données, c'est souvent assez productif, mais ce n'est pas toujours simple. Parfois, je peux pester contre la CNIL, contre le RGPD. En même temps, en tant que citoyen, je vous avoue que je suis assez content qu'il y ait une CNIL et un RGPD. Et donc, je n'ai pas trop envie de leur taper dessus, surtout qu'en plus, il y a des exceptions recherche qui sont en effet assez importantes, assez régulièrement. Un des problèmes en général de ces exceptions recherche, c'est que c'est inclus dans la loi, mais la loi, on sait très bien en tant que politiste, que ce n'est pas le moment où elle est votée qu'elle est appliquée, que quand elle est votée, elle n'est pas forcément appliquée de la même manière à la base. Et que donc, en fait, il y a plein de négociations qu'on doit avoir avec des gens qui sont censés connaître la loi et qui ne la connaissent pas complètement ou qui se protègent un petit peu parce que la responsabilité a été déplacée vers eux. Hein, je pense en particulier aux délégués à la protection des données qui doivent valider des choses. Et dans ce cas, en fait, ça les amène à avoir des positions peut-être un petit peu plus prudentes qui sont particulièrement embêtantes. Voilà, moi, j'ai fait une enquête sur la professionnalisation de la politique. Donc, j'ai voulu collecter la biographie des personnes, année après année, depuis l'âge de 20 ans, biographie professionnelle, mais aussi biographie politique. Et donc, je vais négocier avec la CNIL à ce moment-là, en 2013, 2014. Je dis, ben, voilà, je voudrais pouvoir enregistrer l'affiliation politique partisane déclarée des parlementaires français. J'en ai 2000. Est-ce que c'est possible? C'est une donnée sensible, vous n'imaginez pas quoi. C'est une donnée politique. Je dis, bah oui, mais donc par exemple, que je dise que François Hollande était membre du Parti socialiste en 82, c'est un problème. Je dis non, mais François Hollande, pas tout à fait. Mais imaginez, je crois qu'il faut entendre hein, cet argument-là, imaginez des députés qui auraient eu des engagements dans des mouvements d'extrême droite ou d'extrême gauche qui ne voudraient pas que ça se sache maintenant. Il y a un droit à la vie privée, il y a un droit à l'oubli. Et moi, je défends beaucoup le droit à l'oubli en tant que citoyen. Donc, je suis obligé, en effet, de me poser cette question-là. Alors, cette question-là, si vous voulez, n'est plus revenue après. Je pense qu'on a accepté l'idée, surtout dans un cadre de recherche, que c'était possible. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de pas mal à se confronter à ça, c'est que ça m'oblige à dire, pour moi, pour mes équipes, pour les gens que j'encadre maintenant, soyons sérieux avec les données, on ne fait pas n'importe quoi quand on les collecte, on anonymise à minima, on protège les enquêtés. En fait, je crois qu'il faut vraiment avoir en tête cette idée de protection des enquêtés, qui est vraiment importante. J'entends tout ce que Johanna a dit et je la rejoins complètement sur les côtés l'administration délirante. Moi, j'ai eu finalement moins de problèmes, peut-être parce qu'en vrai, si je n'étais pas enregistré, je ne le dirais pas, mais je vais le dire quand même. En vrai, je n'ai probablement pas déclaré tout ce que je devrais dire, tout ce que j'aurais dû déclarer, mais ce n'est pas ça qui a été le fond du problème pour moi. Je pense que ça a été un enjeu, que la question de la non-conservation des données, par exemple, vous avez passé 3 ans à collecter la biographie de 2500 Pékin qui, par ailleurs, pourrait être d'intérêt pour plein d'autres personnes et qui, voilà, vous les allez chercher dans des nécrologies, des journaux locaux, des annuaires, des dossiers de retraite de l'Assemblée nationale pour arriver à reconstituer des biographies, c'est de l'argent public. Moi, c'est aussi ça que je vois. S'il ne faut pas que je conserve mes données, ça me fait un peu mal au cœur. Mais voilà, je peux entendre. Et ça, je trouve qu'en vrai, on se débrouille. En tout cas, moi, j'arrive à me débrouiller, on jongle un petit peu et je trouve qu'on n'a pas de problème jusqu'à, et c'est une remarque que j'avais pour l'exposé de Johanna tout à l'heure, tu as beaucoup parlé de la bureaucratie. Moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est plutôt la judiciarisation. Parce que n'étant pas complètement dans les clous, je pense que ça va devenir opposable un jour et je me demande quand va arriver le moment où on va avoir ce problème. Par contre, là où se situe, à mon avis, l'enjeu principal, c'est ça, on nous dit qu'on est tous en train de se baigner dans un data lake, qu'il y a des données partout. En fait, le data lake, on n'y a pas accès.
ce n'est pas nous qui avons le data lake. Les data lakes, c'est les entreprises privées, puisque c'est elles qui sont à la pointe à l'heure actuelle de la collecte des données. C'est elles que vise le RGPD, c'est elles qui se protègent par le RGPD. Facebook a pas plus tard que la semaine dernière dit que vous ne pouvez pas transmettre des données à des chercheurs pour cause de RGPD. Et ça, je trouve que c'est un vrai enjeu parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas la possibilité d'accéder à des informations. Et ça, je trouve que c'est vraiment problématique. C'est un problème scientifique, c'est un problème démocratique. On ne sait pas ce qu'elles font, on ne sait pas comment ça se passe. Et après, on peut vous dire, oui, mais attendez, ce n'est pas grave. Vous n'avez qu'à aller demander, rentrer dans voilà, une démarche avec une entreprise et puis vous allez signer des contrats. Moi, je l'ai fait moi-même, hein, donc voilà, je sais ce que c'est. Sauf qu'en fait, d'une part, il y a des fois où on a une idée, on voudrait regarder un petit peu, mais en fait, les données ne sont pas si intéressantes que ça. On ne va pas passer 6 mois et engager tous les avocats du CNRS pour arriver à faire ça. Et puis, par ailleurs, ça vient souvent avec des, comme on dit en anglais, des strings attached. C'est qu'en fait, on vous demande un droit de regard sur vos publications, on vous demande publier ou pas publier. Moi, j'ai fait ma thèse en partie aux États-Unis. J'ai des collègues doctorants qui sont partis travailler chez Facebook, qui sont Facebook Academics maintenant. Bon, chez Facebook Academics, ils n'ont pas une liberté de publier très importante, et même les gens qui sont en relation avec eux, tout est validé. Alors, Facebook vous dira, oui, mais on a eu Cambridge Analytica, hein, ce scandale où en fait, une équipe de recherche a aspiré les données, et puis ça a fait un moteur de recherche, une manière en fait, de scorer les individus ensuite qui a été vendu à des partis politiques, Trump, le Brexit, donc évidemment, voilà, je pense que là, il y a des vrais enjeux, mais ça pose quand même question. Et une des défenses en général de Facebook, ça consiste à dire, voilà, vous nous emmerdez, parce que c'est comme ça qu'ils le disent, hein, avec vos questions de respect de la vie privée, et vous dites que Facebook, en fait, dévoile la vie privée des gens, etc., on vous score en détail, etc., pour vous vendre de la pub. Et de l'autre côté, vous, chercheurs, vous nous demandez de nous filer les données, que faites-vous de la vie privée? Et donc ça, c'est sûr que ça pose un enjeu. Moi, je pense qu'il y a plein de solutions intermédiaires. On peut inventer des systèmes. Moi, je travaille dans des pays où il y a accès à des données de registre. Pour chaque individu, on a 200 variables par an. Donc, je sais avec qui ils habitent, je sais combien ils gagnent, je sais s'ils ont un chien, je connais presque le prénom du chien. Enfin, voilà, j'ai vraiment un niveau de détail sur toutes les sources de revenus. Je sais quelles notes ils ont eu en 6e, en 5e, en 4e, etc. Évidemment, j'ai qu'à faire un tri croisé sur 3 personnes avec la date de naissance, je sais qui c'est. Je peux regarder le salaire de mon chef de labo. C'est pas compliqué. Mais ça, tout est logué. Donc, si jamais les trucs sortaient, bah, on saurait que ça vient de moi. Tout est enregistré ad vitam. On sait qu'Étienne a fait une recherche sur ça. Donc, on peut retrouver derrière. On n'a pas le droit de les exporter. C'est dans ce qu'on appelle des cold rooms. Donc, vous rentrez, vous n'avez pas de cahier, vous n'avez pas d'appareil photo, vous êtes sur un ordinateur, vous ne faites pas d'export. Voilà, il y a des intermédiaires qui existent. Mais ça, c'est un vrai enjeu. C'est d'autant plus un enjeu quand on prend ça d'un point de vue un peu historique que dans les années 70, les grands producteurs de données, c'était en gros les pouvoirs publics, c'était l'État, et que ce n'est pas parfait. Et voilà, la CADA ne répond pas toujours à nos demandes, mais c'était un petit peu plus opposable qu'une entreprise privée. Ce qui fait que depuis quelques années, je défends l'idée si les données sont si valorisables, si elles sont si importantes, les pouvoirs publics, la puissance publique devrait pouvoir accéder aux données, elle devrait pouvoir surveiller ça, et ça permettrait de s'assurer que les entreprises, donc avoir une personne qui serait ce que j'appelle un percepteur des données, qui irait dans les entreprises et qui irait surveiller la manière dont les entreprises utilisent les données, mais qui aussi irait faire un prélèvement, une taxation mise dans le domaine public, alors pas forcément en open data demain, vous voyez, ce n'est pas ça l'objectif, mais on peut utiliser des dispositifs, ils existent, pour que les chercheurs puissent avoir accès à ça. Si finalement le moteur de la croissance, c'est les données, comme le trompette les personnes qui mettent en place, qui défendent, qui collectent ces données, il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas aussi taxées là-dessus. Alors, on me dit souvent à l'étranger, c'est une solution très française que tu développes, peut-être, mais je l'assume et ça aurait plein de mérites. Ça permettrait de contrôler le respect de la vie privée dans les entreprises, de ce que font les entreprises. Je pense qu'il y a un vrai chantier. Ça permettrait de lutter contre l'évasion digitale, puisqu'il y a des données qui circulent et qui ne devraient pas circuler. Et puis, ça permettrait aussi à la recherche de se faire. Moi, je pense que c'est vraiment important de faire de la recherche. Mais je sais que vous partagez cet intérêt. Allez, je vais m'arrêter, mais je dis juste encore une chose. Un des enjeux qui se pose à l'heure actuelle et qui n'est pas du tout trivial, et je suis content que Johanna ait évoqué la question de l'artisanat de luxe. C'est quoi l'artisanat de luxe dans la définition Johanna Siméan? C'est
moindre division du travail possible. C'est clair qu'à l'heure actuelle, il y a une élévation et une extension des compétences requises. C'est-à-dire que moi, jusqu'à présent, j'ai fait à peu près tout seul. En tout cas, je n'ai pas fait tout seul. Il ne faut pas que je dise ça devant mes co-auteurs, mais que je savais tout faire dans ce qu'on faisait. Et c'est vrai que plus ça va, plus je me rends compte, soit je vieillis et mon cerveau se ramollit, soit en effet, ça devient assez compliqué de se former. Et du coup, ça pose une question de division du travail qui a plein de ramifications. L'une d'entre elles, c'est par exemple que les chercheurs en sciences sociales ont des questions et des besoins pour répondre à ces questions qui sont, du point de vue de l'informaticien ou du statisticien, assez triviales. Et donc, vous n'allez pas embarquer un statisticien là-dedans. Vous n'allez pas non plus embaucher un développeur, ça coûte trop cher. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire des projets comme ça? Mais en tout cas, si j'essaie de penser au futur possible et aux choses qui sont intéressantes, je voulais juste vous donner un exemple. À l'heure actuelle, on peut donc faire des robots qui vont aspirer des sites, des bases de données, nettoyer, apparier, retrouver des gens avec des prénoms manquants, voire même refaire l'identification, ça c'est assez possible. Mais une nouvelle source de données qui va poser d'autres problèmes, à mon avis, en termes de respect de la vie privée, donc on va retomber sur ces enjeux-là, c'est toute l'extraction d'informations qu'on peut faire avec des formats de type son, texte, vidéo, image. Vous savez que le ministère de l'économie a une équipe de data scientists qui utilise les vidéos les satellitaires pour savoir si les gens ont déclaré ou pas leur piscine. Alors maintenant, on est capable de classifier les piscines, pas piscine, cabane à chien, piscine, cabane. Voilà. Et donc, pour voir si les gens ont payé ou pas leur piscine. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'enjeux possibles. Je vous donne juste un exemple pour nous, parce que je pense que, en fait, ce n'est pas un truc complètement de quantitativiste échevelé. C'est que ça peut servir les qualitativistes. Et moi, j'ai fait une thèse d'ethnographie et d'archives, en fait, avant de faire ce que je fais maintenant. Et donc, je pense qu'il y a des enjeux de travailler avec une phrase que vous ne voyez pas. C'est dommage. C'est dommage parce qu'elle est super, mais c'est une phrase qui dit la chose suivante: la quête pour le savoir humain et le travail académique sont largement empêchés par la multiplication des sources de données. Et c'est une citation qui ne date, qui a l'air très actuelle en fait, hein. C'est un peu les Cassandres que j'évoquais au début de mon discours. On pourrait dire que oui, en fait, il y a de plus en plus de données, du coup, elles sont sales, et puis en plus, on n'a pas le temps de les regarder, et vraiment, on va plus pouvoir faire de la science comme avant. Ce n'est pas un discours actuel. Ce n'est pas un discours des années 90. Ce n'est pas un discours des années 50. Ce n'est pas un discours des années 1880. C'est un discours qui date de 1377, qui a été tenu par Ibn Khaldun, donc le célèbre philosophe arabe, qui dans la Muqaddimah, en fait, regrette qu'il y ait des papyrus qui circulent et qu'en fait, circulent trop vite, j'arrive plus à tout lire et c'est un vrai problème. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne veux pas dire qu'en fait, business as usual, rien n'a changé, en fait, il ne se passe rien maintenant. Ce que je veux dire, c'est qu'on est à l'heure actuelle dans une phase d'abondance relative par rapport à avant de données, que c'est en train de changer nos manières de travailler et que regarder un peu dans le rétroviseur en se disant on est déjà passé par là, évite de tenir des discours prophétiques sur il y a plus de données, c'est incroyable, regardez, on va faire de la physique sociale. Mais aussi, ça évite de se dire tiens, mais en fait, la science demain va s'arrêter parce qu'il y a plus de données et que c'est des nouvelles données et qu'elles sont sales, etc., etc. Et donc, c'est un peu sur ça que je voulais terminer en essayant de rappeler que finalement, faire un peu d'histoire parfois en science, ça peut être utile. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, il y a un morceau de ce papier qui a été publié dans Sociologie il y a longtemps et puis vous pouvez m'envoyer un mail.